2022, le télescope spatial James Webb a capturé des images de galaxies nées à une époque où l'univers n'avait atteint que 2% de son âge actuel. Des galaxies si massives qu'elles remettaient en question les fondements mêmes de notre compréhension. Des trous noirs pesant 300 fois la masse de leur propre galaxie. De l'oxygène détecté dans une galaxie née seulement 290 millions d'années après le Big Bang. Preuve que des générations entières d'étoiles avaient déjà vécu et disparu avant même que nous pensions que la première s'était allumée. Et au cœur de tout cela, une crise autour du chiffre le plus fondamental de la cosmologie. La vitesse d'expansion de l'univers, qui reste, à ce jour, sans réponse. Mais la partie la plus troublante n'est pas la profondeur du regard de Webb. C'est ce que ces découvertes révèlent sur l'étendue de nos erreurs. Et comment cette incertitude s'étend désormais jusqu'à la question de la fin possible de l'univers. Le 25 décembre 2021, une fusée décollait des côtes nord de l'Amérique du Sud, emportant la machine la plus complexe jamais envoyée dans l'espace par l'humanité. Plié dans le cône avant du lanceur se trouvait le télescope spatial James Webb. Un instrument de 6500 kg conçu non pas pour remplacer Hubble, mais pour voir ce que Hubble était physiquement incapable de voir. La différence commence par le miroir. Celui de Hubble mesurait environ 2,5 mètres de diamètre. Celui de Webb en mesure 6,5. Composé de 18 segments hexagonaux, chacun recouvert d'une fine couche d'or, assemblée en une surface collectrice de lumière plus de 6 fois plus grande que celle de son prédécesseur. Mais la taille seule n'est pas l'essentiel de l'histoire. Hubble était conçu pour les longueurs d'onde ultraviolettes et visibles, celles que nos yeux peuvent percevoir. Webb, lui, a été construit presque entièrement pour les longueurs d'onde infrarouges, bien au-delà de ce que la vision humaine peut détecter. Ce seul choix de conception est la raison pour laquelle tout ce qui suit dans cette histoire a même été possible. Y parvenir relevait du miracle. Pour tenir dans la fusée, le télescope devait être replié, le miroir replié, le pare-soleil replié, un bouclier thermique de 5 couches, grand comme un court de tennis, compressé jusqu'à la taille d'un camion de livraison. Une fois dans l'espace, il a passé près d'1 mois à se déployer pièce par pièce, sans aucun astronaute à portée pour réparer quoi que ce soit en cas de problème. Les ingénieurs avaient recensé environ 340 étapes individuelles dans cette séquence où une seule défaillance mécanique aurait mis fin à la mission de façon permanente. Webb ne se dirigeait pas vers l'orbite basse terrestre où vivait Hubble et où des astronautes l'avaient visité à 5 reprises pour des réparations. Il se dirigeait vers un point de stationnement gravitationnel situé à près d'1,5 million de kilomètres, appelé le second point de Lagrange. Trop loin pour qu'une mission de secours puisse jamais l'atteindre. Si quelque chose s'était cassé, le télescope aurait simplement dérivé là-bas, définitivement hors d'usage. Rien ne s'est cassé. Chaque pliage, chaque verrou, chacun de ces points critiques a tenu. Au milieu de 2022, les segments du miroir étaient alignés avec une précision inférieure à la longueur d'onde de la lumière qui les traversait. Les instruments avaient refroidi à près de 230 degrés en dessous de zéro, et le télescope était prêt à écouter une partie de l'univers que personne n'avait jamais entendue directement. Pour comprendre ce qu'il cherchait, il faut comprendre ce qui arrive à la lumière au cours d'un voyage de 13 milliards d'années. À mesure que l'univers s'étend, l'espace entre une galaxie lointaine et nous s'étire aussi, et la lumière qui traverse cet espace s'étire avec lui. Un photon parti de sa source comme lumière visible ordinaire peut arriver sur Terre décalée jusqu'à l'infrarouge, simplement parce que l'espace qu'il a traversé s'est considérablement dilaté entre-temps. Les astronomes appellent cela le décalage vers le rouge. Et plus on regarde loin dans le passé, plus ce décalage est extrême. Les toutes premières précieuses galaxies, celles qui se sont formées dans les premières centaines de millions d'années après le Big Bang, émettent une lumière si fortement décalée que, lorsqu'elle nous parvient, ce n'est plus de la lumière visible du tout. C'est de l'infrarouge profond. Et
Et pendant la majeure partie de l'histoire de l'astronomie, ce signal est simplement resté illisible. Ce n'est pas seulement la distance qui cache cette lumière, c'est l'histoire même de l'univers. Dans ses premiers stades, l'espace était envahi d'un brouillard d'hydrogène neutre si épais que la lumière ne pouvait pas s'y propager librement. Ce n'est que lorsque les premières étoiles et galaxies se sont allumées, inondant leur environnement de rayonnement ultraviolet, que ce brouillard a commencé à se dissiper, ouvrant un chemin pour que la lumière voyage enfin sans entrave. Les astronomes appellent cette transition l'époque de la rayonisation. Et c'est précisément la période que Webb a été conçu pour observer directement en regardant l'univers passer de l'opaque au transparent, des milliards d'années après les faits. L'atmosphère terrestre ajoute un obstacle supplémentaire, absorbant la plupart des longueurs d'onde infrarouges avant qu'elles n'atteignent le sol. La seule façon de contourner tout cela était un télescope suffisamment froid, suffisamment grand et suffisamment éloigné de toute source de chaleur dans le système solaire pour capturer ce signal sans être aveuglé par sa propre chaleur. La première preuve réelle que le télescope fonctionnait est arrivée le 11 juillet 2022, sous la forme d'une seule image d'un amas de galaxies situé à environ 5 milliards d'années-lumière. L'amas lui-même n'était pas le sujet principal. Sa masse énorme était utilisée comme une lentille naturelle, courbant et amplifiant la lumière de galaxies situées loin derrière lui, des galaxies qui auraient autrement été trop faibles pour être détectées. L'image résultante couvrait une portion du ciel pas plus grande qu'un grain de sable tenu à bout de bras. À l'intérieur de ce grain se trouvaient des milliers de galaxies. Ce qui rendait cette image remarquable n'était pas seulement ce qu'elle contenait. C'était la comparaison qu'elle permettait. Hubble avait fixé ce même coin de ciel pendant 11 jours consécutifs pour ne capturer que de vagues taches sans structure à la limite de sa capacité visuelle. Webb a atteint la même profondeur, et bien au-delà, en une fraction de ce temps. Et là où Hubble ne montrait que des taches, Webb révélait des structures, des bras spiraux, des cœurs galactiques brillants, des couleurs distinctes marquant différentes populations d'étoiles. Ce n'était pas une meilleure photographie. C'était une façon fondamentalement différente de voir. Et enfoui dans cette toute première image, avant même que les programmes scientifiques dédiés de Webb n'aient commencé à pointer vers l'univers, se trouvait quelque chose de plus discret qu'une découverte. Un avertissement. Quelques-unes des galaxies les plus faibles de l'image ne correspondaient pas tout à fait à ce que les modèles actuels indiquaient pour cette distance. Trop brillante, trop structurée, trop précoce. Personne n'était encore prêt à parler de crise. Le vrai test est venu d'un ensemble de programmes d'observation dédiés, conçus spécifiquement pour fixer le même coin de ciel pendant des centaines d'heures à la recherche des galaxies les plus anciennes et les plus faibles jamais tentées. Le plus ambitieux d'entre eux s'appelait JADES, le James Webb Advanced Deep Extragalactic Survey, mené par une équipe de Harvard aux côtés de chercheurs de l'Université d'Arizona et de l'UC Santa Cruz. Il ciblait 2 régions du ciel déjà cartographiées par Hubble en utilisant des années de données existantes comme base de comparaison. Les chiffres témoignent de l'ampleur de l'écart. Hubble avait consacré environ 400 orbites et 11 jours d'exposition totale pour produire son image la plus profonde de l'univers, remontant à des galaxies qui existaient entre 500 et 800 millions d'années après le Big Bang. Webb pouvait atteindre la même profondeur en une fraction du temps, et contrairement à Hubble, il pouvait prendre un spectre complet de chaque galaxie, pas seulement une vague tache de couleur. Un spectre ne confirme pas seulement qu'une galaxie est lointaine. Il indique exactement à quelle distance, en mesurant les longueurs d'onde précises de la lumière étirée par l'expansion de l'univers. Plus besoin d'estimer à partir de la couleur seule. En janvier 2023, les premiers résultats spectroscopiques sont arrivés.
Une équipe dirigée par un chercheur de l'Université du Hertfordshire a confirmé 4 galaxies situées entre 300 et 450 millions d'années après le Big Bang. Les galaxies les plus lointaines jamais mesurées directement à l'époque. Ce n'étaient pas de vagues taches situées exactement là où les modèles les attendaient. Plusieurs étaient brillantes, structurées, et portaient plus de lumière stellaire totale que le modèle standard de formation des galaxies n'indiquait comme possible aussitôt. Ce modèle standard s'appelle lambda matière noire froide, affiné au cours de 4 décennies d'observation et de simulation. Il décrit un univers lent et patient. De petits amas de matière noire attirant progressivement du gaz. Du gaz se refroidissant lentement en étoiles, la structure se construisant pièce par pièce sur des centaines de millions d'années. Les premières galaxies confirmées par Webb ne se comportaient pas ainsi. Au fil des relevés de 2023, le constat s'est renforcé. Une équipe de l'Université du Texas à Austin a répertorié des centaines de galaxies, candidates des 650 premiers millions d'années de l'univers, et a trouvé des galaxies brillantes aux distances les plus extrêmes, apparaissant environ 10 fois plus souvent que tout modèle ne le prévoyait. Un effort parallèle, appelé Cosmos Web, a cartographié une zone encore plus grande du ciel, répertoriant finalement près de 800 000 galaxies couvrant 98% de toute l'histoire de l'univers. La chercheuse principale de ce projet a dit clairement ce que beaucoup dans le domaine pensaient en privé. Les données ne remettaient pas seulement en question le modèle. Elles étaient de façon persistante et cohérente en contradiction avec lui. Puis sont venus les objets que les chercheurs ont commencé à appeler, à moitié sérieusement, les briseurs d'univers. En février 2023, une équipe de l'Université Swinburne en Australie a identifié 6 galaxies formées dans les 5 à 700 premiers millions d'années de l'histoire cosmique, chacune contenant quelque part entre 10 milliards et 100 milliards de fois la masse d'une étoile typique, rien qu'en étoile. Pour comparaison, la Voie lactée, considérée comme une grande galaxie selon les standards modernes, contient environ 60 milliards de masses stellaires. Ces 6 objets formés lorsque l'univers avait moins de 5% de son âge actuel étaient déjà dans la même catégorie de poids. Pour accumuler autant de masse aussi rapidement, une galaxie aurait dû convertir presque chaque atome de gaz disponible directement en étoile, en continu, dès le tout premier instant de sa formation. Une efficacité que la physique connue dit essentiellement impossible. Des observations de suivi ultérieures ont ajouté une complication. Dans certaines de ces galaxies, une partie de la masse stellaire apparente s'est révélée être de la lumière provenant de trous noirs en phase d'alimentation active, et non de la lumière des étoiles. Les estimations initiales avaient donc été quelque peu gonflées. Mais même après toutes les corrections, la population de galaxies anciennes excessivement massives restait environ 10 fois plus importante que ce que le modèle standard permettait. La crise avait diminué. Elle n'avait pas disparu. Puis, en mai 2024, est venue une découverte qui a poussé la chronologie à sa limite absolue. Une équipe a confirmé la galaxie la plus lointaine jamais mesurée directement, répertoriée sous le nom de GADES-GS-Z14, avec une lumière qui l'avait quittée seulement 290 millions d'années après le Big Bang. À ce stade, l'univers n'avait atteint que 2% de son âge actuel. Ce n'était peut-être pas non plus une vague tache. La galaxie s'étendait sur plus de 1600 années-lumière et contenait des centaines de millions de masses stellaires en étoiles. Les chercheurs ont noté qu'ils auraient bien pu détecter cette même galaxie, même si elle avait été 10 fois plus faible. Ce qui signifie que des objets semblables, ou plus grands, pourraient en se trouver encore plus loin dans le temps, attendant d'être découverts. Puis, en mars 2025, une observation de suivi combinant Webb avec un réseau de radiotélescopes au Chili a détecté quelque chose à l'intérieur de cette même galaxie qui a transformé la découverte en quelque chose de bien plus étrange. De l'oxygène. L'oxygène n'est pas primordial.
Le Big Bang n'a produit presque rien d'autre que de l'hydrogène et de l'hélium. Chaque atome d'oxygène dans l'univers est forgé à l'intérieur d'une étoile et libéré uniquement lorsque cette étoile meurt. Pour que de l'oxygène existe dans cette galaxie, une génération entière d'étoiles massives devait s'être formée, avoir vécu sa vie et avoir explosé avant qu'une deuxième génération puisse seulement commencer. Tout cela, première ignition, durée de vie stellaire complète, enrichissement par supernovae, deuxième génération naissant des décombres, devait s'être produit dans les 290 millions d'années suivant le Big Bang. Selon les modèles qui existaient avant Webb, cette fenêtre suffisait à peine pour que les toutes premières étoiles s'allument, et encore moins pour qu'elles meurent et ensemencent toute une nouvelle génération derrière elles. Le chercheur qui a dirigé la découverte l'a qualifié de complètement inattendu. Il est difficile de trouver une formulation plus précise. Quelque chose dans l'univers primitif fonctionnait plus vite et plus efficacement qu'aucune équation actuellement disponible ne pouvait l'expliquer. Et les galaxies n'étaient pas les seules à arriver trop tôt. Au centre de presque chacune d'entre elles, quelque chose d'autre grandissait bien plus vite qu'il n'aurait jamais dû être permis. Au centre de presque chaque grande galaxie de l'univers, y compris la nôtre, se trouve un trou noir supermassif. Celui qui ancre la Voie lactée porte environ 4 millions de fois la masse d'une étoile typique. Leur présence est si habituelle que les astronomes en intègrent un dans le modèle de presque toute grande galaxie étudiée. Notre propre trou noir galactique ne fait pas grand-chose en ce moment. Il se nourrit de restes, d'un nuage de gaz qui dérive occasionnellement, d'une étoile rare qui s'approche trop. Un vestige tranquille au centre d'une galaxie tranquille. Ce n'était pas toujours aussi calme. Et plus Webb regardait dans le passé, moins il trouvait de calme. Mais faire croître un trou noir jusqu'à cette échelle prend du temps. Un trou noir se forme petit, généralement à partir du cœur effondré d'une seule étoile massive, et doit se nourrir pour atteindre des millions ou des milliards de masses solaires sur une très longue période de l'histoire cosmique. Il existe une limite de vitesse physique à ce processus, connue sous le nom de limite d'Eddington. Elle décrit le taux maximum auquel un trou noir peut absorber le gaz environnant avant que le rayonnement généré par cette matière en chute pousse le reste de son carburant vers le vide. Même en se nourrissant à ce taux maximum soutenable, sans interruption, faire croître un trou noir germe jusqu'à 100 millions ou 1 milliard de masses solaires prend des centaines de millions d'années et nécessite des conditions quasi parfaites en permanence. Pensez-y comme essayer de remplir une piscine avec une paille qui ne peut supporter qu'une certaine quantité d'eau avant d'éclater. Peu importe votre patience, il y a un plafond à la vitesse à laquelle cette piscine peut se remplir. Et selon le modèle standard, l'univers n'avait tout simplement pas eu assez de temps pour atteindre ce plafond aussitôt. Webb continuait à trouver des trous noirs de cette taille bien plus tôt que cette chronologie ne devrait le permettre. En 2024, une équipe de Cambridge a confirmé un trou noir au centre d'une galaxie située environ 400 millions d'années après le Big Bang, portant déjà environ 1 600 000 masses solaires et absorbant activement l'équivalent d'une étoile tous les 5 ans. Une détection séparée, combinant Webb avec l'observatoire à rayons X Chandra, a trouvé un trou noir de 10 à 100 millions de masses solaires à un stade encore plus précoce, seulement environ 450 millions d'années après le Big Bang. Moins de temps, plus de masse. Les calculs devenaient de plus en plus difficiles à justifier. Mais la version la plus profonde de ce problème est venue d'une population d'objets qui ont gagné leur propre surnom, les petits points rouges. Une équipe de l'Institut des sciences et technologies d'Autriche les a répertoriés systématiquement en 2024. Des objets rougeâtres compacts avec une forme spectrale distinctive qui les distinguait de tout ce qui existait dans l'univers proche. Leur trou noir allait d'1 million à 100 millions de masses solaires. En soi, ce n'est pas inhabituel. Ce qui les rendait étranges était la proportion de leur galaxie haute,
que représentait cette masse. Dans l'univers actuel, le trou noir central d'une galaxie représente généralement environ 0,1% de sa masse stellaire totale, une relation remarquablement constante à travers des milliers de galaxies. Dans les petits points rouges, ce ratio montait à 30% ou plus, environ 300 fois la proportion normale. Ce n'étaient pas de petites galaxies avec des trous noirs modestes. C'étaient des trous noirs qui pesaient presque autant que la galaxie entière censée les héberger. 340 et un de ces objets ont maintenant été répertoriés, apparaissant à une période d'environ 600 millions à 1 milliard, 300 millions d'années après le Big Bang. De 10 à 100 fois plus courant que tout modèle ne le prévoyait. 3 explications concurrentes ont été proposées, et aucune ne comble entièrement l'écart. La première implique ce qu'on appelle l'effondrement direct. Dans des conditions spécifiques de l'univers primitif dense et rempli de rayonnement, un nuage de gaz primordial pourrait en théorie s'effondrer directement en trou noir, sautant entièrement la phase stellaire, et naître déjà avec des dizaines de milliers de masses de masse solaire. Cela donnerait à un trou noir une avance considérable. Mais produire des trous noirs par effondrement direct dans les quantités nécessaires pour expliquer les objets répertoriés pousse le mécanisme bien au-delà de ses limites confortables. La deuxième explication nécessite que les trous noirs croissent plus vite que la limite d'Eddington ne le permet. Ce n'est pas impossible en principe. Des simulations montrent que dans les bonnes conditions, un trou noir peut temporairement dépasser ce taux de plusieurs fois. Mais les petits points rouges semblent nécessiter une croissance excédentaire soutenue sur des centaines de millions d'années, bien plus longtemps qu'aucun épisode simulé ne l'a produit. Il y a aussi une contradiction inhérente à cette explication. Un trou noir se nourrissant aussi agressivement devrait générer suffisamment de rayonnement pour souffler le gaz environnant et arrêter la formation d'étoiles à proximité. Pourtant, ces objets montrent des preuves claires de formation d'étoiles actives se produisant simultanément, juste à côté d'un moteur qui devrait détruire les conditions qui la permettent. La troisième explication a moins de partisans, mais est plus difficile à rejeter complètement. Elle implique des trous noirs primordiaux, des objets qui auraient pu se former directement à partir de fluctuations de densité dans la première seconde après le Big Bang, bien avant qu'une seule étoile n'existe. Théorisés depuis des décennies, ils constituent en partie un candidat pour la matière noire elle-même. S'ils existaient en nombre suffisant, ils fourniraient des graines pour des trous noirs bâtisseurs de galaxies bien plus massifs que tout ce qu'une étoile mourante pourrait jamais produire, sautant entièrement la lente ascension par effondrement stellaire. C'est la plus radicale des 3 explications, car elle signifierait que certains des plus grands trous noirs de l'univers n'ont jamais vraiment grandi au sens conventionnel. Ils ont simplement commencé grands avant qu'une seule étoile ne se soit jamais allumée. Le problème est qu'aucune preuve observationnelle directe des trous noirs primordiaux n'a jamais été confirmée. Ce qu'il reste, c'est une population d'objets que les chercheurs admettent ouvertement ne pas pouvoir expliquer entièrement. 340 et un petit point rouge, chacun abritant un moteur qui dépasse en masse sa propre galaxie, dans des proportions que l'on n'observe nulle part dans notre voisinage cosmique, de 10 à 100 fois plus courant que prévu. Et aucune théorie dominante ne rend compte de tout cela à elle seule. Des observations de suivi en 2025 ont ajouté encore une autre complication. Certains objets de cette catégorie produisaient beaucoup plus de lumière ultraviolette que le seul disque d'alimentation d'un trou noir ne pouvait l'expliquer, suggérant que les étoiles environnantes contribuaient davantage au signal qu'on ne le pensait initialement. La ligne entre lumière de trou noir et lumière stellaire dans ces objets s'est révélée bien plus floue que la classification originale ne le laissait entendre. L'univers primitif, il s'avère, a construit ces objets les plus extrêmes en premier. Ces plus grandes galaxies, ces trous noirs à la croissance la plus rapide.
bien avant de construire quoi que ce soit ressemblant au cosmos plus calme et plus étendu que nous voyons autour de nous aujourd'hui. Si c'est vrai, alors le quartier tranquille que nous appelons actuellement chez nous, avec son trou noir dormant et sa galaxie lente et ordonnée, n'est peut-être pas l'état naturel de l'univers. C'est peut-être simplement ce qu'il reste une fois que le chaos s'est consumé. Et ces objets n'étaient pas des cas isolés, dispersés aléatoirement dans l'espace. Ils faisaient partie de quelque chose de bien plus grand, une structure s'étendant sur tout l'univers observable, avec ses propres règles sur la taille maximale autorisée d'une chose avant qu'elle ne devrait pas exister. Zoomer suffisamment loin depuis n'importe quelle galaxie individuelle, n'importe quel trou noir individuel, et l'univers cesse d'avoir l'air d'une dispersion de points aléatoires. Il commence à ressembler à une architecture. Les galaxies ne sont pas réparties uniformément dans l'espace. Elles se regroupent le long de structures filamentaires appelées filaments, certains s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière, avec des nœuds denses là où plusieurs filaments se croisent et de vastes espaces presque vides entre eux. Ensemble, ce réseau est connu sous le nom de toile cosmique, la plus grande structure cohérente qui existe. Elle s'est formée parce que l'univers primitif n'était pas parfaitement lisse. De minuscules variations de densité, présentes dès la toute première fraction de seconde après le Big Bang, ont été lentement amplifiées par la gravité sur des centaines de millions d'années. La matière a convergé le long de ces canaux invisibles, s'accumulant là où ils se croisaient et se vidant partout ailleurs. La majeure partie de ce qui maintient cette toile ensemble est la matière noire, invisible, indétectable directement, tracée uniquement par son attraction gravitationnelle sur les galaxies et la lumière qui se déplacent à travers elles. Un seul filament reliant deux amas de galaxies peut s'étendre sur 100 à 300 millions d'années-lumière et contenir plus de masse totale que des milliers de galaxies individuelles combinées. Et presque aucune de cette masse n'émet la moindre lumière. Les astronomes la cartographient indirectement à travers la façon dont elle courbe la lumière de fond et à travers l'attraction statistique qu'elle exerce sur tout ce qui se déplace près d'elle. Webb a ajouté quelque chose que les relevés précédents ne pouvaient pas: la profondeur. En traçant la structure dans l'univers primitif, les chercheurs ont trouvé des amas de galaxies déjà reliés par des filaments clairement définis à un stade où, selon le modèle standard, la structure à grande échelle aurait encore dû être à ses balbutiements. L'échafaudage se dressait plus tôt que prévu. Un fil de plus dans le même motif qui traverse tout ce que ce télescope a trouvé. Mais une toile n'est pas seulement faite de fils, elle est aussi faite de vides. Et certains de ces vides sont suffisamment grands pour défier toute intuition. Le plus grand exemple confirmé se trouve dans la direction de la constellation du Bouvier, découvert en 1981 lors d'un relevé de routine des distances galactiques. Les astronomes s'attendaient à une certaine variation de densité à travers le relevé, des amas à certains endroits, des zones plus vides à d'autres. Ce qu'ils ont trouvé à la place était une région approximativement sphérique d'environ 330 millions d'années-lumière de diamètre, ne contenant qu'une soixantaine de galaxies, là où les modèles en prévoyaient des milliers. L'astronome qui l'a découvert aurait dit être gêné de dire aux gens à quel point il était vide. Voici ce que cette échelle signifie concrètement. Si notre propre système solaire se trouvait au centre de ce vide, dans la même position qu'il occupe aujourd'hui, nous n'aurions pas confirmé l'existence d'autres galaxies avant des décennies plus tard que nous l'avons effectivement fait. Les galaxies les plus proches au-delà de la nôtre auraient été trop loin de la portée des instruments du début du 20e siècle. Un chapitre entier de l'histoire astronomique. Le moment où l'humanité a réalisé pour la première fois que l'univers était infiniment plus grand qu'une seule galaxie, aurait été retardé d'un demi-siècle, simplement en raison de l'endroit où nous nous trouvons. Ce seul fait recadre tout sur la façon dont nous lisons l'univers depuis notre propre position. Notre adresse dans la toile cosmique n'affecte pas seulement ce que vous pouvez voir. Elle détermine ce que vous pouvez savoir.
ce qui soulève une question inconfortable beaucoup plus proche de chez nous. Un corpus croissant de preuves suggère que nous vivons peut-être nous-mêmes à l'intérieur d'un vide, simplement bien plus grand et bien plus doux. Des chercheurs l'ont identifié dans une étude de 2013 et lui ont donné un nom, le vide KBC. Une région sous-dense d'environ 2 milliards d'années-lumière de diamètre, avec notre propre galaxie bien à l'intérieur de ses frontières, plutôt que près d'un bord. 2 milliards d'années-lumière, c'est 6 fois le diamètre du vide du Bouvier, ce même vide si vide que son propre découvreur en était gêné. À l'intérieur des frontières du vide KBC se trouve tout notre superamas local, les concentrations denses de matière vers lesquelles nous nous déplaçons gravitationnellement, et des centaines de millions d'années-lumière d'espace environnant dans toutes les directions. Ce n'est pas qu'une curiosité géographique. Cela se connecte directement à l'un des problèmes non résolus les plus profonds de la cosmologie moderne. Parce que la matière à l'intérieur d'une région sous-dense subit la gravité différemment de la matière dans une région moyenne. Les galaxies près des bords d'un vide ont tendance à recevoir une poussée supplémentaire vers l'extérieur, attirées vers les parois plus denses qui les entourent, pendant que le vide lui-même se vide davantage au fil du temps. Si notre position à l'intérieur de ce vide ajoute un petit coup de pouce systématique aux vitesses des galaxies proches, alors toute mesure de l'expansion cosmique prise depuis son intérieur pourrait donner un résultat différent du taux global réel. Non pas parce que les instruments scients sont faux, mais parce que nous mesurerions l'univers depuis l'intérieur d'une bulle. Et cette bulle distorserait silencieusement le chiffre. Notre adresse dans l'univers n'est pas un fait neutre. C'est une réalité physique avec des conséquences mesurables sur les chiffres que nos instruments les plus précis nous renvoient. Cette adresse a aussi un nom. En 2014, une équipe dirigée par un chercheur à Hawaï a cartographié formellement pour la première fois le superamas contenant notre propre galaxie, en utilisant un catalogue de vitesses de galaxies plutôt que de simples positions, en suivant non seulement où les galaxies se trouvent, mais où elles se dirigent, et en reconstituant le paysage gravitationnel qui explique leur mouvement. Ils ont appelé la structure résultante l'Aniakea, un mot signifiant paradis immesurable. L'Aniakea s'étend sur environ 500 millions d'années-lumière et contient plus de 100 000 galaxies, toutes gravitationnellement liées dans une seule structure fluide. La Voie lactée se trouve près de son bord extérieur. Une étude de suivi en 2023, utilisant une version élargie du même catalogue de vitesses, a confirmé les frontières du superamas et a constaté que des structures similaires à travers l'univers local tendent à être environ 10 fois plus grandes que ce que le modèle cosmologique standard prédit. Et la structure entière, chacune de ces 100 000 galaxies, y compris la nôtre, se déplace lentement vers l'intérieur, attirée vers une concentration dense de masse dans la direction de la constellation du Centaure, connue sous le nom de Grand Attracteur. Au-delà se trouve quelque chose d'encore plus grand qui attire tout vers lui à son tour. La concentration de Shapley. L'accumulation de galaxies la plus dense connue dans notre univers local. La matière se dirige vers la densité comme l'eau coule vers le bas. Et aux plus grandes échelles que nous pouvons mesurer, nous sommes encore en train d'être attirés quelque part. Donc l'univers n'est pas seulement plus étrange en gros plan dans ses premières billes et galaxies et ses trous noirs surdimensionnés. Il est aussi plus étrange dans son architecture, parsemé de vides trop grands pour être expliqués, construit autour d'une structure qui place notre propre galaxie à l'intérieur de l'un d'eux, et s'écoulant vers des attracteurs si massifs qu'ils infléchissent la trajectoire de tout ce qui se trouve dans un rayon de 500 millions d'années-lumière. Et cette architecture, il s'avère, n'est pas seulement une question de géographie. Elle pourrait être la pièce manquante d'un débat qui divise la cosmologie en deux. Depuis plus d'une décennie maintenant, la cosmologie est bloquée sur un seul chiffre qu'elle ne peut pas déterminer avec précision. À quelle vitesse l'univers se dilate-t-il réellement? Cela devrait sembler simple. Pointez vos instruments dans la bonne direction,
Mesurez la vitesse à laquelle les galaxies s'éloignent de nous et vous obtenez un taux. Mais il existe deux façons complètement différentes d'arriver à ce chiffre en utilisant deux ères complètement différentes de l'histoire de l'univers. Et elles refusent de s'accorder. Les enjeux pour obtenir ce chiffre correct remontent bien ça à 1998, quand des chercheurs ont découvert que l'expansion de l'univers ne se contentait pas de se poursuivre. Elle s'accélérait. Cette découverte a introduit l'idée d'énergie noire comme force dominante dans le cosmos et a valu à ses découvreurs une part du prix Nobel de physique en 2011. La première méthode examine la lumière la plus ancienne qui soit, le fond diffus cosmologique, le faible rayonnement résiduel du Big Bang lui-même. En analysant les minuscules motifs figés dans ce rayonnement, les chercheurs peuvent calculer ce que devrait être le taux d'expansion aujourd'hui, extrapolé depuis tout début. Cette méthode arrive constamment à environ 67 km par seconde pour chaque mégaparsec supplémentaire de distance. La deuxième méthode fonctionne dans la direction opposée, en partant de notre propre voisinage cosmique. Elle commence avec des étoiles proches dont nous pouvons mesurer les distances directement, monte jusqu'à une classe d'étoiles pulsantes dans des galaxies voisines dont la luminosité révèle leur distance, et monte à nouveau jusqu'aux étoiles en explosion suffisamment brillantes pour être vues sur des milliards d'années-lumière. Cette méthode arrive constamment plus près de 73. 67 contre 73 ne semble pas être un écart dramatique, mais les deux chiffres viennent avec des marges d'erreur remarquablement étroites. Et une fois qu'on tient compte de cette précision, le désaccord cesse d'avoir l'air d'un bruit de fond et commence à ressembler à un écart de 5 à 6 déviations standard. Un niveau de confiance statistique qui, en physique, signifie normalement que vous avez trouvé quelque chose de réel, pas quelque chose que vous pouvez attribuer à une mauvaise mesure. Pour mettre ce niveau de confiance en perspective, en physique des particules, un résultat à 5 sigma est le seuil standard requis avant qu'une nouvelle découverte soit officiellement annoncée. La tension de Hubble a franchi ce seuil il y a des années, et l'écart est devenu plus précis, pas moins, avec chaque nouvel ensemble de données ajoutées depuis. Pendant des années, l'hypothèse de travail était que de meilleurs instruments finiraient par faire se combler cet écart. Webb était censé être l'instrument qui le réglerait. Sa résolution plus nette signifiait qu'il pouvait réobserver exactement les mêmes étoiles proches qui avaient été utilisées pour construire l'échelle de distance locale en premier lieu, vérifiant si les mesures plus anciennes de Hubble avaient été subtilement contaminées par l'encombrement ou des erreurs instrumentales. Il ne l'a pas résolu. Quand les résultats sont arrivés en 2023, la mesure de Webb du taux d'expansion locale correspondait presque exactement à la valeur antérieure. L'erreur instrumentale, l'une des explications les plus plausibles, venait d'être effectivement exclue par le télescope le plus précis jamais construit. Pendant des années, de meilleures données régleront ça, avait été la réponse la plus confortable disponible. Webb était censé fournir ses meilleures données. Au lieu de cela, il a confirmé qu'il ne restait plus rien à régler du côté instrumental. Une équipe séparée, dirigée par un chercheur de l'Université de Chicago, utilisant des méthodes entièrement différentes, a trouvé un tableau plus complexe. 2 de leurs 3 techniques indépendantes se rapprochaient du chiffre de l'univers primitif. Leur conclusion était qu'une sorte d'erreur systématique restait probablement quelque part dans la chaîne. Mais l'équipe qui avait passé plus d'une décennie à affiner la mesure locale a maintenu sa position, affirmant que l'écart était réel, pas un artefact en attente d'être trouvé. Le domaine n'a actuellement aucun consensus. Ce qu'il a, confirmé par un instrument sans réelle marge de doute instrumental, est une véritable crise non résolue au fondement même de la façon dont nous mesurons l'univers. C'est là que le vide de Pluto dans cette histoire cesse d'être une note de bas de page et devient un véritable candidat à l'explication. Si notre galaxie se trouve à l'intérieur d'une grande région sous-dense, comme les preuves le suggèrent de plus en plus, alors les galaxies proches recevraient une poussée supplémentaire vers l'extérieur par les parois plus denses environnantes,
ajoutant un petit coup de pouce supplémentaire à leur vitesse mesurée. Chaque mesure locale de l'expansion, construite à partir de ces galaxies proches, pourrait être silencieusement gonflée par cet effet, tandis que la mesure de l'univers primitif, tirant sur la lumière de tout le cosmos observable, ne serait pas affectée du tout. C'est une explication élégante, et elle pourrait rendre compte d'une partie de l'écart. Qu'elle en rende compte en totalité reste une question ouverte. Ce qui rend cette crise particulière différente des autres dans cette histoire, c'est ce qu'elle implique sur les outils eux-mêmes. Le taux d'expansion n'est pas juste un chiffre parmi d'autres. Il est intégré dans presque tous les autres calculs en cosmologie. L'âge de l'univers. Les distances aux galaxies que Webb a photographiées. La chronologie derrière chaque trou noir surdimensionné et chaque galaxie ancienne excessivement massive. Si le taux d'expansion lui-même dépend de la méthode et de l'ère de l'histoire cosmique à laquelle vous choisissez de faire confiance, alors une couche d'incertitude court sous tout ce que ce télescope a trouvé. Et le taux d'expansion n'est même pas la question non résolue la plus profonde. Derrière elle se trouve une bien plus étrange, à propos de la force qui conduit réellement cette expansion, et si elle a changé silencieusement tout ce temps. Tout ce qui conduit l'expansion de l'univers représente environ 2/3 de tout ce qui existe. Nous l'appelons énergie noire. Et jusqu'à récemment, presque tout le monde supposait qu'elle était simple. L'hypothèse standard, remontant à un terme qu'Einstein avait initialement inséré dans ses propres équations et qu'il a ensuite regretté, traite l'énergie noire comme une constante. Une densité d'énergie fixe intégrée dans l'espace vide lui-même, poussant vers l'extérieur avec exactement la même force peu importe où ou quand vous la mesurez. Elle ne se renforce pas. Elle ne s'affaiblit pas. Elle est simplement là, partout, pour toujours. En avril 2024, un instrument de relevé monté sur un télescope en Arizona a publié des résultats mettant cette hypothèse sous sérieuse pression. Au cours de sa première année d'opération, il avait mesuré les décalages vers le rouge de plus de 6 millions de galaxies, construisant la carte tridimensionnelle la plus détaillée jamais assemblée de la structure à grande échelle de l'univers. Quand cette carte a été combinée avec des données du fond diffus cosmologique et un catalogue séparé d'étoiles en explosion, le résultat ne correspondait pas à une constante. Il montrait un écart par rapport au modèle le plus simple à un niveau de confiance juste en dessous de 4 déviations standards. Pas encore l'étalon or pour une découverte confirmée, mais bien trop fort pour être rejeté comme du bruit. Une analyse de suivi publiée en 2025 a affiné davantage le tableau, constatant que l'énergie noire semblait avoir diminué d'environ 10% au cours de l'histoire cosmique récente, à mieux que 99% de confiance. La force supposée être la seule quantité véritablement immuable dans l'univers pourrait ne pas être immuable du tout. Cela importe plus que presque tout autre chiffre dans cette histoire, parce que le comportement à long terme de l'énergie noire n'est pas seulement une variable parmi d'autres. C'est la variable qui décide comment tout se termine. L'alternative principale à une simple constante est un champ hypothétique qui évolue lentement à travers le temps cosmique, se renforçant ou s'affaiblissant à mesure que l'univers vieillit. Le problème est que signale ça est que pour correspondre à ce qui a réellement été observé, ce champ aurait dû rester essentiellement immobile pendant les 10 premiers milliards d'années de l'histoire cosmique, ne commençant à changer de manière significative que dans les derniers milliards. Rien dans la théorie existante n'explique pourquoi il se comporterait ainsi. Il y a aussi une nuance plus spécifique enfouie dans les données, que les physiciens décrivent à l'aide d'un seul paramètre qui capture comment la pression de l'énergie noire se compare à sa densité. Pour une vraie constante, ce paramètre se situe exactement à -1. Des valeurs au-dessus décrivent une force qui s'affaiblit graduellement dans le temps. Des valeurs en dessous décrivent quelque chose de plus étrange. Une catégorie surnommée énergie fantôme, qui se renforce à mesure que l'univers s'étend, accélérant davantage l'expansion dans une boucle de rétroaction sans plafond naturel.
La dernière analyse suggère que l'énergie noire s'est comportée comme de l'énergie fantôme dans le passé, puis a repassé au-dessus de ce seuil et s'affaiblit depuis lors. Ce franchissement, c'est la partie étrange. Les modèles théoriques les plus simples, y compris la constante cosmologique de base, ne sont pas autorisés à franchir cette ligne du tout. Ils sont bloqués d'un côté de façon permanente. Les données semblent décrire un comportement que la physique la plus simple dit d'être impossible. Ce qui nous amène à la fin, ou plutôt aux trois fins possibles, parce qu'en ce moment, les preuves disponibles ne peuvent en éliminer aucune. La première est celle sur laquelle la cosmologie s'était établie pendant environ 2 décennies. La mort par le froid, parfois appelée le grand gel. Si l'énergie noire reste constante ou s'affaiblit trop graduellement pour avoir de l'importance, l'univers continue simplement de s'étendre indéfiniment, devenant de plus en plus froid et de plus en plus vide. Les galaxies, au-delà de notre voisinage immédiat, dérivent au-delà du point où leur lumière peut jamais nous atteindre à nouveau. Les étoiles qui restent s'épuisent lentement, et s'éteignent une par une sur des périodes qui font paraître l'âge actuel de l'univers instantané par comparaison. Finalement, plus rien ne change, parce qu'il ne reste plus rien qui le puisse. La deuxième est le grand déchirement. La fin impliquée si le comportement fantôme de l'énergie noire n'était pas seulement une phase brève dans le passé, mais un aperçu de la direction qu'elle reprend. Dans ce scénario, la force répulsive se renforce sans limite à mesure que l'espace continue de s'étendre, jusqu'à ce qu'elle devienne suffisamment forte pour surpasser chaque autre force de la nature, une structure à la fois. Les amas de galaxies perdent leur emprise les uns sur les autres en premier, puis les galaxies individuelles, puis les systèmes solaires, puis les planètes. Dans le dernier segment presque inconcevablement bref avant la fin, même les atomes sont déchirés, séparés par une force qui ne reconnaît plus aucun lien comme suffisamment fort pour résister. La troisième tchias est revenue à une considération sérieuse seulement récemment. Ravivée par un article de 2025 proposant que la constante cosmologique pourrait ne pas être une valeur fixe et permanente du tout, mais un état temporaire, actuellement positif, mais construit sur une fondation qui est, à son niveau le plus profond, négative. Selon ce modèle, l'expansion accélérée d'aujourd'hui est une phase, pas une destination. Elle se poursuit pendant environ 11 milliards d'années supplémentaires avant que la gravité reprenne finalement le dessus et que l'univers commence à se contracter, lentement d'abord, puis plus vite, le ciel s'illuminant au lieu de s'assombrir à mesure que tout ce qui s'est jamais étendu vers l'extérieur est ramené ensemble, se terminant dans un effondrement vers le même type de singularité dont tout l'univers s'est un jour étendu. Un silence froid et éternel. Un déchirement violent qui se termine avec les atomes eux-mêmes se désintégrant. Un effondrement total vers le début. 3 futurs, chacun complet, chacun final, et aucun n'est actuellement exclu par quoi que ce soit que nous ayons mesuré. Ce qui relie tout ce qui a été abordé jusqu'ici est plus simple qu'il n'y paraît. Le même télescope qui a trouvé des galaxies trop massives pour exister, des trous noirs trop précoces pour avoir grandi normalement, un vide suffisamment grand pour remodeler ce qu'une civilisation entière pourrait connaître sur son propre univers, ce même télescope, pointé vers la question de comment tout cela se termine, est revenu avec 3 réponses au lieu d'une. Nous existons à un moment où l'histoire de l'univers est encore lisible, où la lumière la plus ancienne est encore détectable, où l'expansion est encore mesurable, où le désaccord entre nos instruments peut encore être étudié plutôt que simplement accepté. Cette fenêtre ne restera pas ouverte pour toujours. Des galaxies glissent déjà au-delà de l'horizon où leur lumière ne nous atteindra plus jamais. Et les preuves disponibles pour lire toute cette histoire finiront par s'épuiser pour quiconque viendra chercher après nous. Donc, l'inconfort ici n'a jamais vraiment été une question d'échelle. Nous savions déjà que l'univers était grand. Ce que Webb a véritablement révélé,
c'est que notre confiance dans notre capacité à le comprendre était prématurée, et que la question la plus fondamentale que quiconque pourrait poser sur un univers, comment il a commencé et comment il se termine, reste, après tout ce que nous savons maintenant, véritablement et scientifiquement ouverte. En 2022, le télescope spatial James Webb a capturé des images de galaxies nées à une époque où l'univers